Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'AFD. Je suis Thomas Mélonio, directeur de l'innovation, de la stratégie et de la recherche. À mes côtés, Étienne Charrière. Également derrière cet écran, Sabrina Hadjaj et Adeline Olanier, que je remercie pour l'organisation de ce séminaire. En réalité, c'est la troisième conférence, troisième séminaire qui est organisé par les éditions AFD. Nous nous étions déjà, peut-être pour certains d'entre vous, réunis en décembre 2021 et en novembre 2022 pour parler de sujets d'édition, de valorisation de la recherche dans le domaine du développement et des relations internationales. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un séminaire qui aurait pu s'appeler à la poursuite de la diversité linguistique, plus sérieusement, nouveaux outils, nouveaux canaux, mieux valoriser la recherche sur le développement dans un environnement multilingue. Bon, déjà, le fait de faire un séminaire en français est une forme de première recherche du multilinguisme dans un univers où le français n'est peut-être pas la langue principale, mais nous allons aujourd'hui aller au-delà évidemment de la question du seul français et de la valorisation de la recherche francophone. Peut-être vous dire quelques mots d'abord des éditions de l'AFD et de notre réflexion, en tout cas de nos projets en matière de valorisation de la recherche dans des langues multiples, en vous parlant de plusieurs projets. Peut-être un projet récent, l'Afrique en commun, qui est coédité avec le groupe de la Banque mondiale, qui est en anglais et en français, mais bénéficie aussi d'une traduction longue, d'une synthèse en swahili. Donc ça, c'est un premier exemple. Une version en arabe sous le contrôle d'Étienne est également en préparation. Je vous parle brièvement d'un beau projet Global Africa, mais dont Mme Pendaba vous parlera un petit peu plus tard, mais je fais juste le teasing en bon français de ce projet très important, lui aussi très multilingue dans sa conception même. Je renvoie aussi à quelques publications de l'AFD. Là aussi, la langue est un des aspects, mais pas le seul. Vous connaissez peut-être nos collections MacroDev qui traitent de sujets d'économie internationale. Le plus récent, par exemple, traite de la question de la vulnérabilité dans les pays en développement et même plus précisément de la double vulnérabilité économique et climatique. C'est un exemple. Je vous renvoie aussi à une réflexion proche du thème du jour sur le financement de la recherche dans les pays en développement, qui peut être sur des thématiques qui vont se croiser avec les sujets d'aujourd'hui. Et un dernier exemple, là aussi pour illustrer les travaux de recherche, de publication, mais avec une dimension linguistique, des travaux qui ont été faits au Vietnam sur le changement climatique et ses impacts économiques et sociaux, travail qui d'ailleurs est édité en français et en anglais, mais comporte des sections importantes en vietnamien. Voilà, c'est quelques mots à la fois pour illustrer brièvement le type de recherche qui peut être soit conduite en interne à l'AFD, soit appuyée à travers des partenaires, et aussi notre souhait très fort d'avoir une édition la plus proche possible de son audience. On sera très intéressé d'ailleurs par tous les commentaires que vous pourrez faire au cours de ce séminaire. Donc nous allons essayer de prendre la plupart des questions que vous pourrez adresser dans le fil qui est prévu à cet effet. Vous indiquez aussi qu'en plus des publications papier qui sont toutes en accès gratuit sur le site internet de l'AFD ou de ses partenaires, nous essayons également, c'est quelque chose qui était ressorti des précédents séminaires sur l'édition, de valoriser sur internet, sur les réseaux sociaux, de la production intellectuelle, de la recherche, des réflexions, à la fois en français et de plus en plus dans des langues nationales diverses et variées. Je vous signale aussi notre intérêt pour le sujet des podcasts. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous allaient poser des questions dessus. Donc, je vous y encourage, à vrai dire, car c'est un domaine qui, là aussi, nous interpelle. Voilà, sans plus tarder, je peux avoir à la fois dressé un peu ce qui pouvaient être les premiers sujets du jour et présenter quelques-unes des publications de l'AFD. Donc, je vais me tourner vers Étienne Charrière, peut-être pour l'animation de cette première table ronde, qui va nous permettre de voir apparaître très bientôt deux intervenantes très connues, mais que Étienne va présenter quand même, même si j'en ai mentionné une des deux déjà. Je cite également Bodi Elfal qui est là et qui va bientôt apparaître. Et donc, sans plus tarder, Étienne, je te passe la parole. Voilà. En tout cas, merci encore à toutes et à tous d'avoir assisté à de participer à cette session et j'espère que vous serez actifs dans les commentaires. Merci Thomas Mélonio, je me joins à toi pour remercier toutes celles et ceux qui nous rejoignent en grand nombre et se connectent pour ce premier panel. Effectivement, comme tu le disais, les éditions AFD sont une structure apprenante sur la question des langues et de la traduction. Notre offre éditoriale est bien sûr enrichie par la recherche telle qu'elle se pratique autour et sur le continent africain, mais aussi nous nous positionnons du côté des lectorats africains et nous sommes très attentifs au multilinguisme du continent tel qu'ils existent et tel qu'ils évoluent.
Alors, pour ce premier panel qui sera suivi, on en parlera à l'issue de ce premier panel, par un second panel en anglais, animé par ma collègue Sabrina Hadjadjaoul, dédié plutôt aux technologies et aux avancées dans ce domaine-là par rapport aux enjeux du multilinguisme. Dans ce premier panel, pour l'instant, nous avons souhaité mettre en valeur 2 projets très intéressants, très riches, de partenaires de l'AFD. Il s'agit du projet ELAN de l'Organisation internationale de la francophonie qui promeut, Bodiel Fall va nous en parler dans un instant, l'enseignement bilingue, langue africaine et français sur le continent, et de la revue panafricaine de sciences humaines et sociales, Global Africa. Pour en parler, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame la professeure Mampenda Ba, professeure agrégée de sciences politiques à l'université Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal, et rédactrice en chef donc de la revue Global Africa, une revue jeune par l'âge, mais déjà reconnue pour la qualité de ses contributions et pour la richesse des échanges panafricains qu'elle suscite au travers de formations, d'écoles jeunes chercheurs, entre autres activités. Et notre second invité est Madame Bodiel Fall, spécialiste de programme au sein de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, et donc coordinatrice du programme ELAN. C'est avec vous que nous allons commencer, Madame Bodiel Fall, autour du projet ELAN. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Étienne et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très contente de pouvoir participer à ce panel très intéressant et je remercie tout d'abord l'AFD pour cette invitation. Alors pour entrer vraiment dans le vif du sujet très rapidement, je vais essayer de partager si c'est possible la présentation. Je ne sais pas si c'est possible de votre côté. Ah voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors, peut-être commencer par... je ne sais pas si j'ai la main sur la présentation. Vous devriez la voir, oui. Oui, je la vois moi, mais je ne sais pas si j'ai la main dessus. Voilà. Parfait. Alors, voilà, c'est une présentation. Moi, je vais essayer d'être assez concise par rapport au programme ELAN, donc École et langue nationale en Afrique, qui est un programme de la francophonie, comme l'a rappelé Étienne il y a quelques instants, et qui s'évertue à promouvoir un enseignement utilisant les langues nationales comme médium d'enseignement, et en particulier au primaire. Donc, 6 points, je vous rassure, assez rapides. Un rappel du contexte, l'approche pédagogique et didactique qu'on a sur le terrain, comment on accompagne les pays dans le déroulé de leur politique linguistique bilingue, quelques activités qu'on a pu mener, qu'on mène, quelques chiffres, et puis les défis et les perspectives qu'on peut percevoir sur la question de l'utilisation des langues nationales à l'école, de notre point de vue. Donc, l'objectif d'ELAN, qui est un programme qui a maintenant une bonne assise puisqu'il a plus d'une dizaine d'années, il a été lancé en 2012, c'est un objectif vraiment très global qui est d'améliorer, contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages en utilisant les langues nationales aux côtés du français comme langue d'enseignement, donc comme médium. Pourquoi on en est arrivé à cet objectif? Eh bien, c'est parti de constats scientifiques, de diverses études et évaluations qui ont été menées et qui ont montré la plus-value d'utiliser les langues nationales, qui sont les langues parlées par les enfants, par les élèves, comme médium d'enseignement pour mieux asseoir finalement les enseignements apprentissages, et notamment les fondamentaux que sont lire, écrire et compter. Et donc, partant de ce constat, la francophonie, avec ses partenaires, dont l'Agence française de développement, l'AFD, et puis comme vous le voyez, il y a l'Agence universitaire de la francophonie et le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, donc ont monté ce projet, École et langue nationale, pour opérationnaliser ce qu'on avait pu constater par la recherche et par des évaluations très expérimentales. Et donc la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, est le maître d'ouvrage de ce programme
international à travers son institut spécialisé sur les questions d'éducation et de formation, qui est l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, et qui est basé à Dakar, au Sénégal. Donc, Élan, actuellement, vous voyez, c'est 13 pays partenaires, dont un très récent qui vient d'adhérer, qui est la Mauritanie. Et on a 3 pays d'intervention, dits d'intervention, car ils ne sont pas officiellement encore membres du programme, mais on les accompagne sur des questions, des projets ponctuels qui ont rapport avec les langues nationales. Et donc ça, c'est depuis 2012. Les niveaux scolaires cibles, c'est le primaire, c'est ça notre cible première, on va dire, mais avec des pays qui sont dans un état d'esprit de continuum bilingue, et c'est ce vers quoi on pousse, on part du préscolaire et on va jusqu'au post-primaire, et voire même dans le futur jusqu'à l'université, parce que c'est vraiment le but, c'est de ne pas créer de rupture sur l'enseignement utilisant les langues nationales comme médium vraiment d'enseignement. Et on travaille sur les disciplines linguistiques et les disciplines non linguistiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on a les apprentissages fondamentaux qui sont lire, écrire, mais également compter, et ce qui comprend les autres matières dites non linguistiques comme l'histoire-géographie, la SVT, etc. Notre approche, c'est de nous insérer dans les politiques sectorielles donc de l'éducation de chaque pays et de s'adapter au curricula de chaque pays avec une introduction du français qui se fait entre la 2e et la 4e année du primaire, et un focus sur ce qu'on appelle le transfert de compétences, donc des acquis qu'on a dans la langue 1 vers la langue 2, en l'occurrence là, le français. Donc il ne s'agit pas de répéter les apprentissages dans une langue puis dans l'autre et de faire finalement des enseignements parallèles, mais vraiment d'avoir un véritable bilinguisme scolaire qui permette d'asseoir les fondamentaux et d'aller plus vite finalement dans les apprentissages et à améliorer les performances scolaires des enfants. On a 2 axes principaux, le développement de notre approche pédagogique et didactique et l'accompagnement des pays selon leurs particularités. Bon, je vais passer rapidement sur le pilotage et la gouvernance qui sont vraiment des aspects, on va dire, logistiques, mais voilà, on a bien sûr un pilotage, donc une équipe au sein de l'IFEF, et dans chaque pays, on a des référents au niveau de chaque ministère en charge de l'éducation, et les ministres portent ce programme-là, qui est un programme qui est vraiment inséré dans les politiques nationales. 3 phases de mise en œuvre. On va débuter la 3e phase, donc une première phase 2012-2016 qui était vraiment centrée sur les expérimentations et le développement de l'approche pédagogique et didactique. 2016-2023, donc on est en train de l'achever cette phase-ci, qui est la poursuite des expérimentations, mais en vue du passage à l'extension et à la généralisation de cet enseignement bilingue. Et dans certains pays, on est déjà vraiment avancé sur ce plan-là. Et la prochaine phase va vraiment se focaliser sur le déploiement de ces politiques nationales à large échelle et l'évaluation des compétences des élèves qui sont issus de ces classes bilingues. Alors, rapidement sur l'approche pédagogique et didactique, vraiment c'est pour donner un aperçu très global, mais on met l'emphase sur les capacités de communication orale et écrite dans les 2 langues, pour permettre d'améliorer les résultats scolaires dans toutes les disciplines, avec la maîtrise des codes alphabétiques des langues en présence, en développant des stratégies vraiment d'apprentissage, utilisant le jeu, co-construites avec les élèves, des procédés de comparaison, de la combinatoire et de codage, et puis, comme je le disais, une forte emphase sur la question du transfert de compétences, qui est souvent une question très épineuse dans les politiques d'enseignement bilingue, c'est-à-dire le passage vraiment entre la langue 1, la langue du milieu de l'élève, et la langue 2, là en l'occurrence le français, mais ça peut être l'anglais, etc. Donc, vraiment travailler sur ce passage-là très délicat entre les 2 langues. Alors, comment on accompagne très concrètement les pays? On a plusieurs modalités d'accompagnement. Mais en général, les ministères en charge de l'éducation font appel à la francophonie pour développer ce programme, qui peut être soit au stade expérimental ou à un stade plus avancé en fonction du contexte spécifique de chaque pays.
On a des pays qui sont plus ou moins avancés dans l'intégration des langues nationales dans le système scolaire. Mais donc voilà, on met en œuvre ce qu'on appelle un plan d'action national qu'on déroule aux côtés du ministère. On développe aussi des formations à l'échelle régionale de formateurs. On co-construit avec les pays vraiment un large panel de ressources pédagogiques pour toutes les disciplines qui permettent d'accompagner la formation des acteurs. Et on a aussi des actions systémiques qui ont beaucoup été développées dans la deuxième phase, comme l'intégration de modules d'éducation bilingue dans la formation initiale des enseignants, le développement de modèles de simulation financière, etc., etc. Un autre pan qu'on ne veut pas non plus minorer, qui est très important, c'est la recherche-action, donc sur les thématiques liées à l'enseignement bilingue. Et enfin, la sensibilisation et le plaidoyer en faveur des langues nationales, puisque cette thématique, bien qu'aujourd'hui reconnue comme un des défis, un des enjeux majeurs de l'éducation, la prise en compte des langues du milieu des enfants, c'est encore une thématique qui véhicule beaucoup de préjugés. Donc les langues nationales sont souvent considérées comme véhiculant un enseignement au rabais ou ne permettant pas de diffuser les savoirs et la science, ce qu'on essaye vraiment de déconstruire au sein du programme. Alors, quelques exemples d'activités qu'on a pu mener. Donc, justement, je parlais des travaux de recherche. Donc, on a participé à plusieurs travaux. Vous voyez ici quelques listes, mais je citerai peut-être le dernier point qui était des projets de recherche-action qui ont été menés dans plusieurs pays en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie, donc entre 2019 et 2022. Et il y a eu d'ailleurs un séminaire de restitution en juin 2022 et ces projets sont accessibles notamment sur le site de l'AUF. Au niveau des outils, donc on a tout un panel d'outils, comme je le disais, qui ont été co-construits avec les États, avec des guides d'orientation, des référentiels de compétences élèves, des guides du maître, guides de l'élève, manuel de l'élève, pardon, et même des bigrammaires. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples, mais si ça intéresse des participants, on pourra toujours donner la liste exhaustive. Et bien sûr, c'est contextualisé à chaque fois par pays. Chaque pays a sa propre liste de ressources adaptées au contexte. Alors, autre type d'activité, ce sont des évaluations, parce que on mène des actions de terrain. Élan, c'est un programme vraiment opérationnel, si je puis dire, c'est-à-dire de terrain avec une mise en œuvre dans les pays, dans les écoles. Et donc, pour apporter des évidences et pour permettre aux décideurs de choisir telle ou telle voie ou de décider de vraiment mener une politique d'éducation bilingue intégrant les langues nationales, nous avons besoin de preuves, c'est-à-dire quelle est la réelle plus-value sur les performances des élèves. Donc là, c'est une étude qu'on a menée avec le programme PASEC, peut-être que certains connaissent, qui est le programme d'évaluation de la Confémen, la conférence de la francophonie des ministres de l'Éducation, et donc qui a été menée dans des pays qui sont actuellement vraiment au stade expérimental avec peu d'écoles, qui sont la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. Et donc en fin de deuxième année, on a mené une petite évaluation sur les performances en lecture et en écriture. Bien sûr, le rapport va être diffusé d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, donc toutes les données seront accessibles. Mais là, c'est un petit extrait où on voit que la part des élèves qui ont quand même un score entre 50 et 100 est relativement plus importante en deuxième année. Je parlais tantôt de l'intégration de modules sur le bilinguisme au sein même de la formation initiale des enseignants, donc au sein des instituts de formation des maîtres. C'est ce qu'on a pu faire, vous voyez, dans plusieurs pays, Mali, Burkina Faso, Niger et même Madagascar, où justement l'idée c'est dès la formation initiale des enseignants, qu'ils aient des compétences pour enseigner les langues nationales
dans les classes. Donc là, c'est des petites données sur l'intégration effective de modules bilingues dans la formation de certains IFM. Et on voit, par exemple, au Sénégal, que tous les IFM, en tout cas ayant répondu, intègrent des modules bilingues. C'est un exemple. Mais au Burkina Faso, c'est également le cas des IFM du pays. La question des réformes bilingues, comme on l'a dit, ce sont des politiques nationales d'envergure, des politiques d'éducation nationale. Et donc, qui dit politique d'éducation dit planification de ces réformes à l'échelle nationale. Et pour cela, on a mis en place avec l'UNESCO, l'Institut chargé de la planification à l'UNESCO, un outil qui permettrait aux décideurs de mesurer l'impact financier et également en termes de formation, de production des outils, d'un passage à l'échelle de l'enseignement bilingue. Et le Burkina Faso a été le pays pilote pour cet outil, qui a été présenté au ministre de l'Éducation et entériné. On a également développé des formations en ligne. Donc, on a deux types de formations. On a un CLOM, donc un cours massif et ouvert, qui est vraiment pour destiner à un large public, à tout le monde. Chacun peut y participer et qui est vraiment un cours on va dire, de vulgarisation de ce que c'est l'enseignement bilingue et ce que ça peut engendrer comme type de réforme et qu'est-ce que c'est concrètement sur le plan pédagogique et didactique. Donc ça, c'est un premier cours qui a été très suivi. On a eu beaucoup d'inscriptions. D'un coup, on a dû faire plusieurs sessions. Donc 900 à la première session, puis c'est monté à plus de 1000. On a des taux de satisfaction très satisfaisants pour éviter la répétition. Et on est en train de mener de finaliser un autre cours qui, celui-ci, est beaucoup plus spécialisé et qui se veut certifiant, formation certifiante en ligne pour les enseignants et pour les formateurs. Alors, quelques données très concrètes, sachant qu'on a lancé une collecte massive de données sur les questions de l'enseignement bilingue et qui touche le cadre institutionnel, les formations, les écoles, les enseignants, vraiment tout ce qui peut concerner la mise en œuvre d'un enseignement bilingue. Donc, cette collecte a été lancée en 2022. Elle devrait s'achever début d'année prochaine et qui permettra de suivre l'évolution de l'utilisation des langues nationales en milieu scolaire dans les pays. Mais voilà quelques chiffres que vous pouvez voir de la deuxième phase. Donc, qu'est-ce que ça a concerné très concrètement le dispositif Élan en lui-même, sachant qu'on a des pays qui ont en fait généralisé l'approche bilingue et en fait ça concerne tout le système. Ce n'est plus simplement des écoles pilotes Élan, mais ce sont des écoles bilingues de tout le pays. C'est pourquoi on aime beaucoup à rappeler que l'intervention du programme elle est systémique et que donc si on compte le développement de l'enseignement bilingue dans ces pays de manière globale, on a des outils Élan qui peuvent être intégrés dans les formations, etc., d'une approche générale. Et donc, voilà les chiffres qui pourraient être comptabilisés pour l'ensemble des pays. Alors, un résultat concret, exemple du Burkina Faso, où on a suivi des élèves donc des écoles Élan qui ont candidaté donc cette année au certificat d'études primaires, donc fin de scolarité primaire. Et on a pu constater que parmi ces écoles Élan qui ont participé donc au CEP au Burkina, on a eu la plupart des écoles qui ont enregistré les meilleurs taux de réussite du pays.
sachant qu'on a, vous voyez, la meilleure école, l'école de Boulpon, par exemple, et un élève de cette école, et c'est classé le premier des écoles bilingues du Burkina Faso, toute approche confondue. Alors, toute approche confondue, c'est-à-dire toute, on va dire, expérimentation confondue, parce qu'il y a plusieurs approches sur l'enseignement bilingue, et il s'est classé 13e au niveau national. Donc, en rappelant que au Burkina Faso, le système bilingue, donc qui utilise les langues nationales aux côtés du français, performe tellement, entre guillemets, en tout cas les performances ou le gain de temps qu'on peut récolter du fait de cet apprentissage permet de raccourcir la scolarité primaire à 5 ans au lieu de 6 ans, qui est le temps scolaire du cursus classique. Donc, on a des élèves qui ont un temps, une scolarité de 5 ans au lieu de 6. Donc, on apprécie d'autant plus les performances que peuvent avoir ces élèves. Alors, j'en viens aux défis et aux perspectives de notre point de vue, du point de vue de l'IFEF, de la francophonie, sur comment, quelle évolution on a de l'enseignement bilingue et de l'utilisation des langues nationales. Alors, tout d'abord, rappeler, je l'ai évoqué déjà, mais rappeler juste que effectivement, aujourd'hui, comparé à quand on a commencé peut-être en 2012, il y a 10 ans, on a vraiment un engouement international et une thématique qui est devenue un enjeu, que ce soit au niveau des partenaires techniques et financiers et bien avant celui des États. On a une demande croissante des États pour intégrer de plus en plus les langues nationales comme médium d'enseignement, puisqu'on a des évidences que ça a une plus-value sur les performances des enfants. Maintenant, la question qui se pose, ce n'est plus la question de est-ce que l'enseignement bilingue est positif, a un impact positif, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit expérimenter, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du passage à l'échelle finalement. On sort des expérimentations et comment transformer ces politiques expérimentales en des politiques nationales effectives. Alors, l'une des questions, l'un des défis, on en a identifié 4, nous, à notre niveau, c'est la question de l'instrumentalisation des langues nationales. Et ça passe par la recherche, encourager la recherche sur le biplurilinguisme et la création de formations supérieures. Il faut absolument former la relève parce qu'on a beaucoup d'enseignants-chercheurs, didacticiens, linguistes sur les langues nationales qui sont d'un certain âge, entre guillemets, mais on n'a pas autant de relève que ça. Donc vraiment, il faut encourager cette recherche pour continuer à équiper les langues, finalement. Le deuxième défi, c'est la question de l'évaluation des acquis des élèves. On a des élèves qui sont dans un système bilingue utilisant les langues nationales. Comment on mesure les performances scolaires de ces élèves? On risque d'arriver à un double système finalement. Et donc, la question, c'est d'adapter les dispositifs nationaux d'évaluation standardisés et formatifs qui prennent en compte les langues nationales. Parce qu'à l'heure actuelle, on évalue dans une seule langue. Les évaluations sont toutes monolingues, c'est en français. Troisième défi, on va dire défi ou le préjugé que peut encore véhiculer les langues nationales, c'est qu'on les considère comme des béquilles finalement, des béquilles au français ou en tout cas à l'autre langue dite internationale, ce qui a une connotation vraiment négative, c'est-à-dire on dévalorise finalement les langues nationales et on les considère inefficaces pour transmettre le savoir. Il ne faut vraiment pas les envisager comme des béquilles, mais comme des langues en elles-mêmes qui peuvent véhiculer et qui peuvent être enseignées pour elles-mêmes et véhiculer le savoir. Donc, c'est vraiment beaucoup de préjugés à déconstruire encore aujourd'hui, même si on a cet engouement vers les langues nationales. Et enfin, vraiment mettre l'accent sur la question de la mobilisation sociale en faveur de l'enseignement bilingue, en faveur des langues nationales, entreprendre des actions de plaidoyer, de sensibilisation à tous les niveaux. Et quand on dit à tous les niveaux, c'est pas seulement au niveau des communautés qui finalement sont vite convaincus quand les enfants ont des performances meilleures. Mais c'est aussi convaincre les politiques, c'est aussi convaincre les membres des assemblées parlementaires,
c'est convaincre les médias, c'est convaincre les élites également, qui sont souvent les plus réfractaires finalement à ce type de changement de politique éducative. Donc voilà, je pense que je vais m'en arrêter là pour ce panorama, en tout cas du programme Élan. Je vous remercie vraiment pour votre attention et je reste disponible pour toute question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bodiel Fall, pour ce panorama effectivement très complet et pour la présentation de ce projet important. Mobilisation autour des langues nationales à tous les niveaux. Bien justement, passons avec vous, Mme Pendaba, à l'autre bout de la chaîne éducative, j'ai envie de dire, au niveau de l'enseignement et de la recherche dans les universités du continent et aux enjeux du multilinguisme pour une revue comme la vôtre, Global Africa, qui a un positionnement très clair et j'ai presque envie de dire militant sur cette question. Je vous laisse la parole, Mme Pendaba. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup Étienne, merci beaucoup cher Thomas, bonjour Bodiel et bonjour tout le monde. Moi aussi vraiment très rapidement, merci pour cette conversation, je pense qu'elle est très utile. Je voudrais commencer par présenter ou rappeler à ceux qui connaissent déjà le projet Global Africa de quoi est-ce qu'il s'agissait. C'est un programme qui est très vaste, merci beaucoup. C'est notre représentant commercial là-bas. Donc, c'est un programme très vaste, en fait, qui vise à accompagner d'une manière générale l'écosystème de la recherche. Et dans un de ces volets, et son volet central d'ailleurs, il s'agit de mettre en place une nouvelle revue qui se veut internationale, panafricaine, multilingue et dédiée à augmenter la contribution africaine dans la production scientifique mondiale. Et donc, Global Africa, c'est ce programme très vaste. Hein. Je pourrais là aussi partager le site web. Et nous, c'est un consortium de 13 institutions africaines, panafricaines et françaises, mais aussi nord-américaines. Dès le début, dès la phase préparatoire de ce projet, la question du multilinguisme et des langues qu'on allait utiliser au sein de la revue et des différents projets s'est posée très tôt. Et nous avons vraiment eu la chance de réfléchir profondément à cette question en préparant le projet. Et ce qui est ressorti dans les discussions, c'était évidemment que le multilinguisme, il n'a pas à être promu. Tout le monde le veut. Il est important. On connaît, on sait que la science normalement est multilingue et que nous sommes dans une phase d'anomalie scientifique en général, si on veut, en considérant le fait que, vous le savez, 85% de la publication scientifique mondiale est monolingue. Elle se fait dans une seule langue et c'est l'anglais. Et ça, c'est très important pour nous de rappeler, et surtout vu d'Afrique, de rappeler que c'est une science qui, de notre point de vue, est anormale. Parce que le régime normal de la science, c'est d'être dans la pluriversalité, d'être dans la bibliodiversité et d'être dans le multilinguisme. Et donc, il était très important pour nous que nous ne nous engouffrions pas dans ce que nous considérions comme une science, entre guillemets, dysfonctionnelle, anormale, dans cette hégémonie d'une seule langue, donc de référent, donc de conceptualisation, etc., mais de penser ce multilinguisme. Et donc, les obstacles, très rapidement, évidemment, une fois qu'on a tous dit que c'était la voie et que c'était important, les obstacles qui se sont dressés sont apparus très rapidement comme relevant de 3 niveaux. La question du coût, la question du temps et la question de la qualité des évaluations. Le multilinguisme a un coût, il faut traduire ou il faut recevoir des articles dans leur version originelle qui ne seraient ni le français ou l'anglais, ou en tout cas pas l'anglais, le français et les autres langues. Et pour nous, les autres langues, c'était vraiment très directement et très clairement les langues africaines. Ça avait un coût en termes de traduction, un coût en termes de temps pour réviser, éditer pour chaque texte, donc une version française, une version anglaise, une autre version dans des langues africaines. Et surtout, la vraie question qui était problématique était celle-ci. Quand on recevait, si on reçoit un article en Zoulou, en Yoruba, en Wolof ou en Bambara, quid des évaluations? La population
capables de maîtriser deux choses, à la fois la langue en question, mais le champ disciplinaire dans lequel ce texte est écrit limite énormément en fait la population capable de faire ces évaluations. Mais voici comment nous avons résolu ces questions. La première chose, la question du coût. Nous avons maintenant, nous sommes en train de sortir notre 4e numéro, donc nous avons suffisamment de recul pour pouvoir répondre à la question du coût. Le multilinguisme a un coût, mais pas si élevé que ça en réalité. Chaque numéro nous coûte exactement 7 449 €. Donc 7 500 €. Et si on a 25 000 lecteurs, et c'est ça au moins notre ambition. Si vous avez 25 000 lecteurs, vous avez un coût de traduction qui revient à 0,3 €. En francs CFA, c'est l'ordre de 200 francs CFA. Imaginez les revues internationales majeures comme Nature, imaginez Science, imaginez Lancet, décidant qui ne produisent que dans une langue, qui ne produisent qu'en anglais, qui ont vraiment pour le coup des bénéfices. Vous savez que ces entreprises éditoriales sont celles qui se font le plus de dividendes dans le monde du capitalisme marchand. Imaginez alors, et donc nous sommes devant des millions de lecteurs, nous sommes devant des centaines de milliers de lecteurs. Vous imaginez combien le coût très rapidement il est absorbé, il disparaît et il devient une part congrue. Et regardez donc un petit investissement et de l'autre côté une science encore une fois ouverte. Et je pense que ces grandes entreprises éditoriales ont complètement les possibilités d'aller vers ce genre d'effort, puisque nous le prouvons. Nous avons la chance d'avoir un soutien financier qui est très confortable de la part de l'AFD. C'est l'occasion, encore une fois, de les remercier, ainsi que des contributions des différents 13 partenaires dans mon université, l'université Gaston Berger. Mais nous sommes en train de montrer que nous pouvons en réalité pousser toutes les entreprises à aller, je veux dire éditoriales, à aller vers ce modèle-là. La contrainte du temps, c'est 2 mois supplémentaires. Oui, c'est d'une manière générale, les éditeurs mettent 1 an avant de produire un article scientifique. Nous rajoutons 2 mois pour le travail de traduction, de révision, via les éditeurs, mais aussi via les auteurs. La vraie question qui se pose et qui est une question difficile que nous n'avons pas résolue pour l'instant, c'est la question, encore une fois, de l'évaluation de qualité. Parce qu'encore une fois, le champ est très court. En français, en anglais, vous trouvez pléthore de collègues capables de faire le travail. Encore une fois, si vous passez à d'autres langues africaines, c'est extrêmement difficile. Et c'est pourquoi le parti pris qui a été fait, c'est de produire dans les langues majoritaires dans lesquelles nous avons une population d'évaluateurs qui est très nombreuse. Et c'est donc le Swahili, puisque vous avez des Swahili Studies. Et donc, c'est relativement facile d'avoir des traductions et d'avoir une évaluation de cette traduction. Et c'est l'arabe, qui, vous le savez, est une langue éminemment scientifique. Peut-être même avant d'être une langue religieuse, elle a été une langue scientifique ou bref. En tout cas, voici ce que nous faisons. Mais comme nous avons toujours gardé la petite frustration des autres langues africaines, ce que nous avons décidé de faire depuis le 3e numéro, c'est de demander aux auteurs, à tous les auteurs, notamment africains, diasporiques, mais aussi les auteurs internationaux, de nous proposer des résumés dans leur langue maternelle. Et nous avons reçu juste les abstracts que nous ne traduisons pas, puisque nous les recevons des auteurs eux-mêmes. Nous avons reçu des abstracts en boulou, en fanté, ce sont des langues du Nigeria et du Cameroun. Et pour ce numéro 4 qui va venir, nous avons aussi des résumés en langue berbère. Et donc ça, c'est aussi inciter les auteurs à faire attention aux langues dans lesquelles ils produisent. Ça c'est vraiment notre expérience. Nous en sommes très heureux et nous sommes en train de poursuivre en disant que la barrière du coût, la barrière du temps, ce sont vraiment des barrières qu'on peut lever à plus ou moins court terme avec juste les efforts nécessaires. Ce qu'il faut faire, ce qui manque en fait, encore une fois, c'est le corps des évaluateurs. Et on va voir comment, et je crois que Bodian a déjà touché cette question-là, ce qui manque, c'est en fait dans les universités, penser les langues différemment de ce qu'on fait dans les départements de lettres, de langues étrangères appliquées, mais vraiment avoir des véritables politiques de langue et de la traduction dans les universités. Très, très rapidement, peut-être de manière à butiner 2 ou 3 questions qui peut-être me semblent importantes. C'est en tant que, comme Étienne l'a dit, revue qui milite
en faveur des langues africaines et d'une manière générale du multilinguisme, nous avons évidemment signé l'initiative d'Helsinki, que vous devez connaître. Cette initiative porte spécifiquement sur je l'ai sous les yeux, elle porte sur le multilinguisme dans la communication scientifique, dans la valorisation de la recherche. Et évidemment, nous l'avons signé, mais encore une fois, vu d'Afrique, c'est prendre une partie seulement du problème. Parce que le problème des langues africaines, ce n'est pas seulement le problème de la valorisation de ces langues-là et du multilinguisme dans la communication scientifique, mais c'est aussi, et tout d'abord, la question de la valorisation des langues africaines comme langue de production scientifique, comme langue de création scientifique. Et donc, la valorisation, c'est le moment suivant. Et donc, nous sommes en train d'essayer, en tout cas, on y réfléchit à comment élargir en réalité le champ d'Helsinki pour parler vraiment d'une déclaration, d'une initiative autour de la création scientifique, multilinguisme au service de la création scientifique et de la valorisation de la recherche. C'est quelque chose qui nous manque, nous, Africains, dans cette déclaration. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Un autre point, vraiment, je saute du coq à l'âne, mais un autre point qui est très important, nous sommes dans le continent qui a le taux le plus bas d'accès à l'enseignement supérieur, mais avec le potentiel le plus extraordinaire d'accès à cet enseignement supérieur. Nous sommes à 10% d'accès, alors que les États-Unis sont à 88%, l'Europe est à près de 80%, le Canada dépasse largement les 85%, et l'Asie et la région MENA est à 40% d'accès à l'enseignement supérieur. L'Afrique subsaharienne est à 10%. Mais c'est là où, comme d'habitude, on a les taux de croissance qui sont les plus vertigineux. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons avoir un personnel de recherche qui va s'accroître de manière exponentielle. Et il est très important que cette population ne soit pas préparée à produire uniquement en français dans la région francophone ou uniquement en anglais ou en portugais ou en swahili, ce qui serait le seul dosage, ou en arabe dans la région arabe. Je pense que nous sommes à un tournant ici. Les accès vont augmenter. Les enjeux sont tels aujourd'hui qu'on ne peut plus penser une science dans une seule langue, parce qu'encore une fois, vous savez l'enfermement que cela va générer. Je pense que personnellement, il y a une grande réciprocité. Les Africains, évidemment, ont besoin, pour différentes raisons historiques, de prestige et d'équité, que leur langue se retrouve dans les conversations internationales. Mais le monde a aussi besoin des langues africaines, parce que toutes les langues sont porteuses de savoir, de connaissances, d'approches, de perception du monde qu'on ne retrouve pas dans l'anglais ou dans le français ou dans l'espagnol. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est vraiment, on est dans une relation qui n'est pas à sens unique, qui va dans les deux sens. Et donc, il faut, pour moi, préparer cette génération. C'est un peu ce que nous essayons de faire. Lorsque vous dites à un chercheur burkinabé, togolais, malien ou qui vient d'Afrique du Sud, envoie-moi ton texte en français, en anglais, dans la langue que tu veux, mais donne-moi l'abstract dans ta langue maternelle. C'est aussi une réconciliation de ce que Bodiel disait. Si les chercheurs d'en haut sont capables de produire en étant complètement à l'aise dans leur langue maternelle, eh ben, c'est aussi le début d'un changement. Et c'est aussi dire calmement aux chercheurs, vous devez arrêter de ne penser que dans une langue, parce que fondamentalement, les chercheurs africains sont tous, je ne connais pas d'exception, même en Afrique du Sud. Si vous êtes blanc, vous parlez au moins 2 langues. Le plurilinguisme est la chose la plus partagée chez les Africains. Nous sommes fondamentalement plurilingues. Et donc, au moins bilingue et plurilingue dans autre chose. Et ça, il faut que ça se reflète dans le type de recherche que nous menons. Je finis sur un point, Etienne, si tu m'autorises à cela. Je veux aussi dire qu'il n'y a pas on n'est pas dans un désert. Bodiel l'a montré. Beaucoup de choses sont en train d'être faites, et depuis au moins les années 60. La discussion sur les langues, c'est important de se le rappeler, n'est pas nouvelle. Elle précède même les indépendances. La question de la décolonisation n'est pas nouvelle. Elle précède aussi les indépendances. Et ces discussions-là sont absolument récurrentes. Je voulais juste insister sur ça. Et dire donc, nous avons des politiques nationales.
Chaque pays africain a pensé, a essayé et s'est buté à de nombreux problèmes, dont des problèmes financiers pour mettre en œuvre cette éducation bilingue. L'Union africaine, c'est important de le rappeler, s'est saisie de cette question aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons une académie comment ça s'appelle, l'ACALAN, une académie africaine des langues qui existe, qui est une institution de l'Union africaine depuis 2006, et c'est en partie son travail de promouvoir les langues africaines comme des langues de travail et des langues de travail scientifique aussi. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais malheureusement, vous le savez, le problème du continent, c'est que nous avons des très belles architectures, mais nous avons vraiment les plans sur papier. Il manque toujours des ressources matérielles, humaines et surtout financières pour les mettre en place. Mais ça, c'est important. Je pense que je parle de l'Académie africaine des sciences pour une raison très simple. C'est qu'ils ont fait un travail extraordinaire depuis 2009. Ils ont identifié ce qu'ils appellent 12 langues transfrontalières véhiculaires. Et pour l'Afrique de l'Ouest francophone qui nous concerne, il y a 3 langues majeures qui sont parlées par près de 150 millions de personnes. C'est le Hausa, c'est le Fulfulde et c'est le Mandingue. Et je finirai sur ce mot. RFI publie depuis quelques années en Fulfulde, en Hausa et en Mandingue. Et donc, il y a une sorte d'avance, là, pour le coup, de RFI, mais aussi de la BBC, mais aussi de la Voix de l'Amérique sur le travail des chercheurs en termes de valorisation et de diffusion. Donc, on n'a plus à chercher dans la foultitude des 2000 langues africaines avec quelle langue travailler. Ce travail a déjà été fait par ACALAN. Chaque région, chacune des 5 régions, on a identifié des langues essentielles qui sont parlés encore une fois par des millions de personnes, encore une fois dans les 5 régions. Je n'ai pris que l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi donc des choses qui sont extrêmement achevées en fait, qui existent déjà et sur lesquelles nous devons et nous pouvons, je pense, nous appuyer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mme Pendaba, pour cette très riche intervention et je suis très heureux que vous ayez mentionné bien sûr l'économie du multilinguisme qui existe et qui concerne toutes les structures éditoriales et tous ceux qui sont les acteurs de ce multilinguisme au niveau institutionnel et au niveau des universités, au niveau des revues, au niveau des structures d'enseignement. Merci aussi d'avoir mentionné cette très belle initiative de Global Africa à partir du numéro 3 et cette inclusion et cette ouverture à des langues qui viennent s'additionner aux 4 langues de la revue en permettant aux auteurs et aux autrices de proposer des résumés dans leur langue maternelle. C'est, à ma connaissance, une initiative pour laquelle la revue est tout à fait pionnière sur ce point aussi. Peut-être quelques questions pour l'une et l'autre. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur la complémentarité de vos projets respectifs? Quel regard portez-vous, Bodiel Fall, sur l'initiative de Global Africa et sur son engagement militant en faveur du multilinguisme, et quel regard portez-vous, Mme Pendaba, sur une initiative et un projet tel que Élan qui vise à développer l'enseignement bilingue sur le continent? Je vous laisse peut-être Bodiel commencer et Mme Penda ensuite répondre sur la complémentarité de ces initiatives. Oui, merci beaucoup Étienne et vraiment merci beaucoup à Mme Penda pour sa présentation riche et passionnée. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des militants à nos côtés. Vraiment, pour être droit au but, c'est, je pense, une initiative essentielle, puisque, comme je le disais, l'un des piliers essentiels pour mener à bien une politique intégrant les langues nationales depuis l'enseignement, c'est-à-dire depuis les premières classes des enfants, jusque ensuite même dans la vie active, c'est de promouvoir la recherche sur ces langues nationales pour elles-mêmes, promouvoir donc la production d'études scientifiques ou la production vraiment scientifique sur les langues nationales et en langue nationale, les deux. Sachant que il y a vraiment une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que parler une langue, parler sa langue dite maternelle, je prends par exemple pour le Sénégal, ça va être le Wolof, le Pulaar, etc., ne veut pas forcément dire qu'on peut s'exprimer à l'écrit
dans cette langue-là. C'est comme quand on prend les enseignants, nous, dans nos écoles, un enseignant locuteur de telle langue nationale, Fulfulde, Malagasy, etc., n'est pas forcément outillé de prime abord pour l'enseigner dans sa classe. Ce qui suppose donc de les outiller, ces enseignants, avec du matériel pédagogique et didactique. Et ce matériel pédagogique et didactique, il ne peut être issu que des universités. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut entretenir. C'est à la fois les universités et aux côtés des ministères en charge de ces politiques éducatives, que ce soit depuis le primaire jusqu'au stade universitaire. Donc vraiment, c'est essentiel d'inclure la recherche et les politiques d'enseignement supérieur sur les questions des langues nationales. Donc vraiment, moi je salue vraiment le travail qui est fait par la revue et qui est vraiment essentiel. Et je crois que Mampenda a très bien fait de rappeler l'existence d'Akalan, qui est une institution essentielle et vitale pour la recherche sur les langues transfrontalières en tout cas, et que les pays doivent davantage prendre en compte. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les politiques nationales souvent développent leur propre instrumentalisation des langues nationales. Or, effectivement, on a beaucoup de choses qui a déjà été fait sur des langues transfrontalières véhiculaires, comme le Peul, par exemple, le Pulaar, le Fulfulde. Ça dépend du nom qu'on lui donne. C'est la même langue. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les États capitalisent sur ce travail qui existe déjà, au lieu de réinventer la roue à chaque fois. Donc, c'est beaucoup de sensibilisation, de plaidoyer, mais je pense que voilà, on a des initiatives qui se développent et la revue en est une très belle et vraiment, on ne peut que se satisfaire de son existence et la complémentarité est évidente à mon avis. Voilà. Mampenda sur cette question. Merci Bodiel. Mampenda sur cette question de la complémentarité entre ce type d'initiative. Vraiment, je pense que sincèrement, Bodiel a très bien montré et je crois que c'est vraiment l'image du cercle vertueux. C'est une continuité. Et malheureusement, les aberrations et les dysfonctionnements font qu'en réalité, il y a des sortes de ruptures et le primaire, ce qui se passe à l'élémentaire, quel que soit le degré de sophistication, est arrêté à un certain moment. Quand les élèves arrivent au niveau du lycée, le bilinguisme s'arrête. À l'université, on n'en parle même pas. Quand vous n'êtes pas dans un département de langue, dans une université africaine classique, parce que dans mon université, on essaie de faire quand même quelques efforts, vous avez, le LMD nous oblige à avoir l'anglais. Donc, c'est la rencontre des Africains avec, en tout cas en francophonie, dans le monde francophone, la rencontre dans le niveau supérieur avec les langues, or, encore une fois, département de littérature, etc., c'est véritablement une sorte de petite option, truc optionnel, et c'est systématiquement et toujours l'anglais. Et je donne très rapidement cet exemple. Moi, je suis prof de Sciences Po. Quand je viens et que je commence une discussion classique sur les institutions, sur des sujets qui sont un peu techniques en français, j'ai une salle de classe qui est absolument silencieuse. Vraiment, je peux compter les mouches et je vois le désintérêt fondamental des étudiants qui me regardent. J'ai beau théoriser ce que je veux, ils ne sont pas là. Ou ils sont là parce qu'il faut une note ou parce que c'est un TD, la présence est obligatoire. Les mêmes qui sont incapables de me dire des choses intéressantes sur les crises de la démocratie représentative, par exemple, ou les démocraties illibérales, ou qui n'ont aucune idée de ce que Tocqueville fait, ou ne veulent même pas penser. Ils ont raison de ce point de vue-là. Dès que j'engage la conversation en Wolof, ce sont les critiques les plus pointues de ce que je suis, enfin, de nos discussions. Et je suis obligée de voir que, encore une fois, le véhicule de la langue au travers desquels nous les évaluons, c'est quelque chose qui est absolument problématique. Et donc, c'est très important. Imaginez donc que ces élèves-là qui sont formés au niveau du primaire, qu'on continue ce bilinguisme-là, ou même qu'on le renforce avec un trilinguisme, et qu'ils arrivent à l'université et que nous ayons, parce que nous sommes en Afrique,
Et parce que nous devons arrêter de faire les choses exactement comme si nous étions dans des classes en France ou en Espagne ou aux États-Unis. Imaginez que les étudiants aient la possibilité de s'exprimer dans 2 ou 3 langues. Parce que nous aussi, professeurs, nous avons été invités à cela. Encore une fois, je suis désolée, la question du coût se pose, mais elle n'est pas aussi rédhibitoire qu'on le pense. Nous serions en train de former des gens qui auront une ouverture, qui auront une relation à la démocratie, au dialogue, à la discussion, une résistance, encore une fois, aux obscurantismes, une résistance au dogmatisme beaucoup plus élevée que la moyenne. Moi, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui est absolument important à continuer. Et puis, peut-être un dernier point. Nous sommes obligés, et ça c'est le travail des universitaires, je pense, nous sommes obligés, chez les didacticiens, notamment chez les linguistes, de penser dans nos langues, et principalement ces langues véhiculaires transfrontalières, des concepts et des notions du monde d'aujourd'hui, de ce monde, encore une fois, numérique. Comment on dit intelligence artificielle en Fulfulde et en Hausa? Comment est-ce qu'on parle et comment est-ce qu'on traduit le changement climatique? Comment est-ce qu'on parle de sécurité humaine? Parce que si nous devons être sérieux, si nous voulons engager une discussion avec le monde, disons, le nord global, nous devons quand même discuter des mêmes questions. Et autant ils ont une responsabilité pour venir, autant nous avons une responsabilité pour les rejoindre. Comment est-ce qu'on dit ça? Et il y a tout un travail. Et ça, encore une fois, pour moi, le travail des langues dépasse encore une fois celui de l'enseignement, de la grammaire, parce que c'est ce que nous faisons dans nos universités. On nous apprend à avoir une bonne phrase, une phrase correcte grammaticalement, mais la culture et la civilisation et les enjeux derrière, on ne les saisit pas vraiment. Je pense qu'il y a un continuum formidable. Et ça veut dire quoi? Et je finis vraiment sur ça. Cela veut dire que nous n'avons pas véritablement de politique de langue. Et moi, je pense qu'on doit arrêter de faire comme la France et de dire ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et je vous promets que le jour où vous rajouterez quelque chose, on le rajoutera. Mais nous devons penser, nous, à des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de la publication ou de la valorisation, c'est comme vous voulez, et des langues. Ça, c'est extrêmement important parce que la question de la langue ne se pose pas peut-être ou moins ailleurs, mais se pose de manière tellement vitale chez nous qu'on ne peut pas, nous, sans perdre notre crédibilité, dire que nous faisons des études africaines. Et la seule question que les gens nous posent, mais en tant qu'Africains, quelle est la différence entre vous qui êtes en train de faire des études africaines en anglais et en français avec les africanistes français et les africanistes américains? L'une des grosses différences pourrait de le faire, encore une fois, à partir de certaines langues pour tout ce que ces langues-là apportent dans la discussion. Autrement, vraiment, encore une fois, ça va être comment ça s'appelle encore? Masque noir, peau blanche. Fanon va me tuer, mais vous me corrigerez si vous voulez. Peau noire, masque blanc. Merci beaucoup. Peau noire, masque blanc. De France Fanon. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mme Penda. On va continuer cette discussion pendant quelques minutes. Thomas Melogno nous quitte et vous salue. Continuons la discussion. Peut-être sur cette question, pour en venir à une question peut-être dont je réalise qu'elle est plus complexe. Est-ce que vous parliez, Mme Penda, mais cette question s'adresse aussi à Bodiel, des langues véhiculaires, des 12 langues qui ont été identifiées. Est-ce que il n'existerait pas dans ce type d'initiative qui vise à valoriser certaines langues un écueil qui reviendrait à reproduire peut-être entre les langues natives du continent africain des relations hiérarchiques, des relations de domination de langues véhiculaires sur des langues non véhiculaires? Est-ce que c'est un risque et comment y pallier dans l'enseignement scolaire et dans la diffusion et la valorisation en langue native du continent de la connaissance scientifique? C'est une question qui s'adresse à toutes les deux. Moi, je pense que... ou alors, Bodiel, tu y vas d'abord. Franchement, comme tu veux. Moi, ça me commence. Allez-y, Penda. Oui. Moi, je pense que, en fait, il ne faut pas penser en mode contradiction ou conflit entre les deux niveaux de langue. Un pays peut avoir 3, 4, 5 langues nationales, mais être dans une région beaucoup plus vaste dans laquelle, et le Sénégal, c'est exactement le cas. La langue véhiculaire du Sénégal, c'est le Wolof. Et pourtant,
Le Sénégal est dans la région ouest africaine et les langues véhiculaires transnationales dont on parle, c'est le Fulfulde, c'est le Manding, encore une fois, c'est le Haoussa. C'est pas une langue du Sénégal. Je pense que c'est très important qu'on ait des hommes politiques qui soient suffisamment pédagogues pour dire ce qui est en jeu ici. C'est pas un nationalisme et une sorte d'égo nationalisme ou patriotisme linguistique qui ferait que chaque communauté voudrait être dans une forme d'autochtonie et dire je veux voir ma langue être parlée, etc. Ça peut être, vous voyez, on a deux niveaux. Vraiment, là, pour le coup, le principe de subsidiarité, pour moi, fonctionne beaucoup. Les pays ont le droit de promouvoir toutes leurs langues, le maximum de langues, leurs langues nationales, des langues même infranationales et tout ça, de les valoriser. Il y a énormément d'éléments. Mais quand il faut aussi penser communauté et communauté régionale, il faut penser continent. Il faut penser, encore une fois, le fait que ce process peut ne pas être violent. Ça peut ne pas être un processus oppressif dans lequel, encore une fois, via la pédagogie, on explique ça et on développe et on respecte. On a des radios communautaires, il faut les appuyer, les soutenir pour que les Bassaris qui sont dans le sud-ouest du Sénégal, qui sont ultra minoritaires sur le plan démographique, se sentent quand même partie prenante de la nation sénégalaise. Ça, c'est le travail et la responsabilité de l'État du Sénégal. Il vient un autre niveau, qui est aussi la responsabilité de l'État du Sénégal, qui consiste à dire, j'appartiens à une région, à une communauté, et je suis dans un environnement mondial qui m'oblige aussi à promouvoir ces langues-là, parce qu'on est à une autre échelle. On est à l'échelle de centaines de millions de personnes ici, et les enjeux ne sont pas du même ordre. On n'est pas dans une diversité nationale, je suis ici dans une diversité qui est internationale. Si je dois valoriser les chercheurs africains, qu'est-ce que je dois faire? Et je ne peux pas valoriser. J'ai dit 12 langues, vous avez vu. J'ai dit 12 langues par Akalan. En réalité, ils ont identifié 41 langues. Mais eux-mêmes ont sélectionné 12 langues comme étant des langues véhiculaires majeures. Les autres langues de moyenne portée ne sont pas discriminées ou rangées, encore une fois, sous le tiroir ou qualifiées de... Non, ça, ce serait une sorte de travers colonialiste là. Et je pense que c'est pas du tout ça l'ambition du projet. C'est au contraire de dire que... on est ici, encore une fois, si on veut faire partie des conversations, il faut que en utilisant le Fulfulde, qu'on atteigne une cible qui est plus grosse et qu'on s'adresse à des enjeux qui couvrent une région aussi beaucoup plus vaste que la région d'origine d'une autre langue. Donc, je pense qu'il faut vraiment éviter ici peut-être l'histoire des autres langues. Je sais que l'imposition du français sur le corse, sur le Braille, ça a été absolument violent et nous ne pouvons pas reproduire, encore une fois, ces histoires de domination et d'hégémonie d'une seule langue. Merci beaucoup, Penda Bodial, sur cette même question. Oui, merci. Alors, la question du choix des langues, du choix de la langue à enseigner, c'est vraiment une des questions les plus piquantes, on va dire, qui se posent, que ce soit au niveau des communautés et au niveau des États. Et je pense qu'on le voit là dans le chat, ça revient beaucoup. Quelle langue choisir? Comment décider c'est telle langue au détriment de telle communauté? Donc, je pense que, comme Mme Penda vient de le dire, il ne faut pas poser le débat en tant que il nous faut absolument une langue nationale pour réunir la communauté. C'est pas la question. Les États, en tout cas pour l'Afrique, les États africains sont multilingues. Il y a une diversité linguistique intrinsèque. Il y a très peu d'Africains qui sont monolingues. C'est vraiment des cas très rarissimes. Les Africains sont au minimum bilingues, sinon trilingues, quadrilingues, voire plus. Et c'est quelque chose vraiment intrinsèque. Donc, il ne faut pas voir la question en tant que quelle langue va dominer l'autre, comme Mme Penda l'a très bien dit. C'est pas la question. La question, c'est de voir, déjà d'identifier quelles sont nos langues nationales et ensuite de voir comment les équiper. Parce que très concrètement, c'est très facile de répertorier les langues, mais après, pour qu'elles soient utilisées dans l'enseignement, dans la recherche, il faut que ces langues soient équipées. Et quand on dit équipées, c'est-à-dire qu'on a un alphabet qui est stabilisé, on a une production d'outils, c'est-à-dire des livres dans ces langues-là, des livres pour les enseignants, des livres pour l'enseignement supérieur, des livres pour les élèves. On a des règles très claires qui ont été établies d'utilisation de ces langues-là. Donc, il faut instrumentaliser les langues.
C'est pour ça que c'est un travail qui ne peut pas être fait d'un coup pour toutes les langues. C'est impossible, c'est juste humainement pas faisable. On y va par étapes. On instrumentalise les langues comme ça au fil de l'eau. Celles qui sont le plus instrumentalisées, ce sont les langues transfrontalières, puisqu'elles sont communes à plusieurs États, à plusieurs communautés. Et donc, on peut commencer par celle-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va minimiser les autres langues nationales, parce qu'elles se valent toutes. Il n'y a pas de hiérarchie entre les langues. Et par contre, après, la question qui peut se poser, c'est la question des variétés dialectales. C'est-à-dire qu'une même langue peut avoir plusieurs variétés selon la position géographique. C'est le cas, par exemple, je prends une langue du Sénégal, qui est le sérère, où on a des variétés dialectales du sérère, comme le safi-safi, par exemple. Mais c'est le cas dans d'autres pays. Si on prend le Sénégal, comme l'a évoqué Mampenda, ou bien le Mali, ou bien le Niger, c'est facile, entre guillemets, on a tendance à dire que c'est facile, puisqu'on a une langue véhiculaire. Le Wolof au Sénégal, le Bambara au Mali ou le Haoussa au Niger. Et dans ces cas-là, on dit « Ah, mais c'est facile, on va commencer par ces langues-là pour les intégrer dans l'enseignement bilingue. » Mais quid, par exemple, d'un pays comme le Cameroun qui a plus de 250 langues? Et là, voilà, la question se pose, elle revient souvent. Comment on choisit les langues nationales qui vont être intégrées dans le système éducatif? Quand je dis système éducatif, c'est du primaire jusqu'à l'université, hein. Et donc là, ce sont les politiques nationales, c'est-à-dire comment l'État va finalement s'engager pour équiper ces langues, faire également une cartographie très précise, une cartographie linguistique très précise des langues qui sont effectivement parlées, parce que on peut dénombrer plusieurs langues, mais on a comme je l'ai dit, les élèves, en l'occurrence, là pour ce qui concerne le programme Élan, les élèves, ils parlent plusieurs langues. Donc, on a forcément des langues qui sont en commun, même si c'est pas forcément sa langue maternelle, mais c'est une langue qu'il va parler, c'est la langue de son milieu. C'est pour ça que nous, on privilégie le terme de langue de milieu plutôt que langue maternelle. Parce que un élève peut avoir une langue maternelle, la langue de sa maman, ça va être le Wolof, mais dans son milieu, il va parler Pulaar. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'il faut prendre en compte, et ça, c'est la souveraineté étatique. Mais vraiment, il ne faut pas prendre les choses comme mises en face à face ou une hiérarchie entre les langues. C'est pas du tout le cas, et les communautés, je pense, en sont très conscientes. Donc, voilà. Abandonner cette rhétorique de l'opposition presque martiale et nationaliste entre les langues pour être du côté de l'inclusivité et d'un multilinguisme vraiment de partage. Cette question du choix des langues, c'est aussi une question pour nous, les institutions, les banques publiques de développement, les institutions internationales qui ont une offre éditoriale et qui cherchent à la développer en direction et du côté des lectorats africains en allant vers en tendant le plus qu'on peut vers des formes de traduction dans des langues qui ne faisaient pas traditionnellement partie de nos répertoires éditoriaux. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, pour que nous allions au-delà du symbolique, de la symbolique de l'inclusivité ponctuelle de telle ou telle langue dans la traduction de certaines de nos publications, quel est votre regard sur les actions, à l'une et à l'autre, sur les actions qui peuvent être menées et mises en place pour intégrer cette pluralité des pratiques linguistiques africaines dans les efforts de la communauté internationale pour diffuser auprès des lectorats africains? L'une ou l'autre, qui veut prendre la parole? Tu veux? Allez-y. Oui. Donc là, je m'adresse aux bailleurs, en fait, oui. Partenaires techniques et financiers. Okay. Moi, je pense que vous avez une vraie carte et une très bonne carte à jouer en matière de multilinguisme. Je pense que il faut donner et je reste vraiment dans le milieu des chercheurs que je connais un peu plus. Il faut donner des incitations, voire des contraintes très claires lorsque vous financez des programmes de recherche scientifique.
de manière très claire. Il y va vraiment de l'avenir du partenariat. Et puis, je veux dire, on va pas avoir la langue de bois puisqu'on est entre nous et de l'image de la France dans la région africaine actuellement. Je pense que c'est très important. C'est très important dans les conditions de financement d'être au-delà des critères classiques d'efficacité, de performance, les données, le cadre logique et tout ça. Et d'insister, par exemple, sur le fait qu'en amont du projet, la question, encore une fois, de la publication et la question de la valorisation des résultats de la recherche doit être, pour moi, pensée en amont de tout programme de recherche. Un programme de recherche ne doit pas être recevable par l'AFD ou un autre bailleur si ceux qui écrivent le programme sont pas capables de dire, par exemple, que les résultats de la recherche vont être publiés au moins dans 2 langues, le français et une autre langue. Et si c'est un programme qui porte sur l'Afrique, sur une autre langue africaine. Encore une fois, nous avons les 12 langues, ils n'ont qu'à choisir. Et même mieux, on peut choisir, il faut faire aussi très attention, encore une fois, en relation entre chercheurs. Et il faut faire attention, parce que c'est quoi une équipe de recherche internationale? Ou c'est une équipe où vous avez des Français, des Sénégalais, des Burkinabés. Mais nous parlons la langue des Français, c'est-à-dire d'une partie des collaborateurs. Une partie seulement de l'équipe, en fait, sa langue. Et donc, faire très attention à ce que les équipes se rendent compte que les autres partenaires ont aussi des langues et ces langues sont importantes. Dans quelle mesure est-ce qu'on leur donne les outils, les moyens, la possibilité de publier dans ces langues-là? Et surtout, peut-être mon point ici le plus important. Donc, le bilinguisme minimal, sinon plus. Dans le budget, on l'identifie très clairement. On dit très clairement où on va publier et donner un bonus, un coefficient aux programmes de recherche qui disent, je vais pas aller choisir dans le Web of Science ou dans Scopus les revues ou les collections dans lesquelles on va publier. On va faire des efforts pour être dans de bonnes éditions des Suds. Ça, c'est un effort clair et encore une fois, plus vous le faites. C'est ça qui est important. Les chercheurs chez qui vous avez eu cet impact, même quand ils sortent et qu'ils ne sont plus financés par AFD, vont garder le réflexe et vont vouloir être dans des recherches, dans des programmes plus éthiques, etc. et tout ça. Donc, donner ce coefficient. Et le dernier coefficient à donner, ça c'est sur le multilinguisme, mais un autre coefficient à donner pour moi sur la valorisation de la recherche. Veillez à ce que le tiré à part, c'est-à-dire le document, l'article publié, ne soit pas le livrable fini d'un programme de recherche. Et qu'on ne se contente pas de dire on a eu 5 thèses ou 29 articles ou 32 trucs et on est super content. La vraie terminaison d'un programme de recherche, c'est quand les bénéficiaires, qui ont aussi été des membres actifs dans la création de ces contenus, parce que c'est vers eux qu'on est allé pour faire des enquêtes. Quand ces bénéficiaires-là ont eu accès à, peut-être pas discuter, mais au moins ont eu accès à ces résultats-là. Donc, je pense que ça ferait que les gens, une fois que l'article est publié, ou l'ouvrage, ferait un effort pour retourner, parler aux sources, discuter. Et encore une fois, cette discussion n'a pas à être sur le terrain. Il suffit, encore une fois, de faire des podcasts. En tout cas, on a un pléthore d'instruments pour faire des podcasts, les faire traduire. On n'a même pas besoin de quitter son bureau pour faire ça. On peut avoir au moins 2 ou 3 interviews. On peut regarder dans The Conversation, par exemple. Je donne cet exemple parce qu'il est très connu. Il y a beaucoup d'autres plateformes de ce genre-là dans lesquelles on transforme, on traduit la discussion purement scientifique dans des espaces où on a des non-scientifiques et surtout on a des bénéficiaires. Vous connaissez tous les policy briefs. Aussi, prendre l'effort, même s'ils ne seront pas lus, on le sait presque, hein, au moins l'envoyer dans le ministère, même si ça reste au sous-sol, au moins notre part de chercheurs, nous l'aurons mené jusqu'au bout. Donc, insister, encore une fois, sur la valorisation, insister sur le multilinguisme, sur les efforts, que les gens soient conscients qu'on parle une partie seulement des langues de l'équipe et vraiment, comme vous parlez d'inclusivité, intégrer cela comme un coefficient extrêmement élevé et pas seulement la qualité ou la performance sur le terrain. Merci infiniment, Mpenda. Votre intervention et vos recommandations rejoignent tout à fait le positionnement des éditions AFD. En 1 minute, très rapidement, Bodial, sur cette question des actions à mener par les bailleurs. Oui, alors, bon, c'est vrai que la question de l'implication des bailleurs est essentielle, mais pour vraiment valoriser, en fait,
la publication, l'intégration des langues nationales vraiment dans la recherche, moi je pense que le rôle des États reste prioritaire et on ne peut pas le contourner. Je m'explique dans le sens où tant que les États qui sont souverains, hein, c'est eux qui adoptent les politiques linguistiques. On parle ici d'enseignement bilingue, d'expérimentation, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les pays africains dont on parle, très peu ont une politique linguistique qui intègre les langues nationales. Au mieux, les langues nationales ont ce statut de langue nationale, mais sinon, elles ne sont même pas dans la constitution de ces États. Donc, la première étape, déjà, c'est que les États eux-mêmes reconnaissent, enfin, intègrent les langues nationales dans les politiques linguistiques, qui ensuite se déclinent. Politique linguistique éducative, politique linguistique qui va s'appliquer à tous les secteurs d'un État. Mais les États doivent très clairement faire de l'enseignement utilisant les langues nationales une priorité dans leurs différentes politiques sectorielles, et notamment la politique éducative. Et ça aura une déclinaison depuis le préscolaire jusqu'à l'université. Mampenda l'évoquait tout à l'heure, la question de simplement, symboliquement, dénommer les ministères en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur qui intègrent le terme de langue nationale. Mais c'est plus que symbolique, ça dénote de la politique effective des États. On a des pays aujourd'hui qui clairement l'affichent. Par exemple, le Burkina Faso, c'est le ministère en charge de l'éducation et des langues nationales. Ça veut dire qu'il a clairement affiché que les langues nationales sont prises en compte dans ces politiques et donc ça favorise toute la chaîne jusqu'à la recherche. Donc, tant que les États n'auront vraiment pas pris cette question à bras le corps, parce que ça reste voilà, des politiques nationales, les États sont souverains, je pense qu'on sera toujours confronté à une multitude d'obstacles. Voilà. Absolument. On va terminer là-dessus. Il me reste à vous remercier et à vous dire merci, thank you, asante sana, shukran dans les 4 langues de Global Africa, à défaut de pouvoir le dire dans toutes les langues du continent qui sont si nombreuses et si riches. I will now switch to English. I'm sorry to announce the next panel, which will be conducted in this language, devoted to technologies and notably technologies of translation, artificial intelligence. I saw a lot of questions about that in the chat. I encourage everyone to stay tuned. We will resume at 3:30 Paris time. Merci infiniment Bodiel Fall, merci infiniment Mampenda. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous pour ce premier panel. Restez en ligne pour le second qui commence, ou connectez-vous, pardon. C'est un lien différent de connexion avec une invitation différente, mais on espère vous retrouver nombreux et nombreux pour le second événement. Je rappelle très rapidement Global Africa que vous pouvez trouver sur son site internet. Ça, c'est le premier numéro, mais les numéros 2 et 3 sont déjà en circulation. Le numéro 4 arrive très bientôt. Et les publications de l'AFD, notamment l'Afrique en commun, qui bénéficie. C'est la première fois pour les 2 institutions, c'est une coédition avec la Banque mondiale, et c'est la première fois que les 2 institutions publiaient une publication de recherche dans une langue native au continent africain, en l'occurrence le Swahili pour un résumé. Il nous semblait qu'un ouvrage sur les ressources partagées était un bon début pour cette ressource partagée et la langue. Merci à tous et toutes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Etienne. Au revoir. Au revoir.